Jeffrey Sachs est président du réseau de solutions pour le développement durable de l'ONU et a été conseiller spécial des secrétaires généraux de l'ONU Kofi Annan, Ban Ki-moon et Antonio Guterres. Nous sommes à une nouvelle phase de l'histoire humaine en raison de la confluence de trois tendances interconnectées. Premièrement, et de manière la plus cruciale, le système mondial dirigé par l'Occident, dans lequel les pays de la région de l'Atlantique Nord dominent le monde militairement, économiquement et financièrement, a pris fin. Deuxièmement, la crise écologique mondiale marquée par le changement climatique induit par l'homme, la destruction de la biodiversité et la pollution massive de l'environnement entraînera des changements fondamentaux de l'économie mondiale et de la gouvernance. Troisièmement, l'avancée rapide des technologies dans plusieurs domaines, l'intelligence artificielle, l'informatique, la biotechnologie, la géo-ingénierie, perturbera profondément l'économie mondiale et la politique. Ces développements interconnectés, géopolitiques, environnementaux et technologiques, alimentent d'énormes incertitudes, des dislocations sociétales, des crises politiques et des guerres ouvertes. Pour aborder ces développements cruciaux, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à un sommet du futur, SOTF, les 22 et 23 septembre 2024 au siège de l'ONU à New York, pour réformer nos institutions internationales afin qu'elles soient adaptées à notre monde en rapide évolution. Puisque la paix mondiale dépend plus que jamais de l'efficacité de l'ONU et du droit international, le SOTF devrait être un tournant dans la gouvernance mondiale, même s'il ne fait que montrer la voie à de nouvelles négociations et délibérations dans les années à venir. Nos institutions actuelles, tant nationales qu'internationales, ne sont certainement pas à la hauteur de la tâche de gouvernance dans notre monde en rapide évolution. Le regretté grand biologiste de l'évolution, Edward O. Wilson, décrivait souvent notre situation comme suit. Nous avons trébuché dans le XXIe siècle avec des émotions de l'âge de pierre, des institutions médiévales et des technologies quasi divines. Par cela, il voulait dire que nous affrontons nos défis aujourd'hui avec la nature cognitive et émotionnelle humaine de base qui a été formée par l'évolution humaine il y a des dizaines de milliers d'années, avec des institutions politiques forgées il y a des siècles. La Constitution des États-Unis a été rédigée en 1787 et avec la vitesse fulgurante des avancées technologiques. Pensez à ChatGPT comme la dernière merveille. Peut-être que le fait le plus fondamental du changement sociétal profond est l'incertitude, et la réaction la plus fondamentale à l'incertitude est la peur. En fait, les avancées technologiques, si elles sont utilisées correctement, pourraient résoudre d'innombrables problèmes de développement économique, de justice sociale, par exemple, un meilleur accès aux soins de santé et à l'éducation grâce à la connectivité numérique. Par exemple, une transit rapide en Tangle-Kamori-Stay-Cabane. Pourtant, l'ambiance aujourd'hui est tout sauf optimiste, surtout en Occident. Des guerres ouvertes font rage entre les États-Unis et la Russie en Ukraine, et entre Israël, soutenu par les États-Unis, et la Palestine. La possibilité d'une guerre entre les États-Unis et la Chine est largement, ouvertement et même de manière désinvolte discutée à Washington, bien qu'une telle guerre pourrait signifier la fin de la civilisation elle-même. À la racine de ces conflits se trouve la peur, construite émotions de l'âge de pierre. La plus grande crainte de toutes est celle de nombreux dirigeants politiques américains et européens que l'Occident perde sa hégémonie après des siècles, et que d'une manière ou d'une autre, cette perte d'hégémonie ait des conséquences catastrophiques. L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a rendu explicite cette peur occidentale dans une chronique d'avril 2024 pour le Daily Mail du Royaume-Uni, lorsqu'il a déclaré que si l'Occident perd la guerre en Ukraine, ce sera la fin de l'hégémonie occidentale. Voici l'essence de la guerre en Ukraine, ainsi que de nombreux autres conflits mondiaux. Les États-Unis et leurs alliés veulent étendre l'OTAN à l'Ukraine. La Russie a fermement dit non. Washington et Londres étaient prêts à mener une guerre avec la Russie au sujet de l'élargissement de l'OTAN pour protéger l'hégémonie occidentale, en particulier
le droit de dicter les arrangements de sécurité à la Russie, tandis que la Russie était prête à mener une guerre pour éloigner l'OTAN. En fait, la Russie prévaut sur le champ de bataille face à l'armée ukrainienne et aux armements de l'OTAN. Cela n'est pas surprenant. Ce qui est peut-être surprenant, c'est la manière dont l'Occident a complètement sous-estimé les capacités de la Russie. En termes généraux, avec le changement de l'ordre mondial, y compris la montée de la Chine et du reste de l'Asie de l'Est, la force militaire et technologique de la Russie, le développement rapide de l'Inde et l'unité croissante de l'Afrique, le monde dominé par l'Occident a pris fin, non pas par un effondrement tumultueux de l'Occident, mais par la puissance économique, technologique et donc militaire croissante du reste du monde. En principe, l'Occident n'a aucune raison de craindre la montée des autres, car les États-Unis et l'Europe maintiennent encore une dissuasion écrasante, y compris la dissuasion nucléaire, contre toute menace militaire extérieure. L'Occident déplore sa perte de statut relatif, la capacité de dicter aux autres, et non une véritable insécurité militaire. Rien ne va restaurer l'hégémonie occidentale dans les années à venir, ni victoire militaire, ni avancée technologique, ni levier économique. La montée des capacités militaires, technologiques, économiques et financières avancées vers l'Asie et au-delà est inarrêtable, et bien sûr ne devrait pas être arrêtée, car elle signifie un monde plus juste et plus prospère que le monde précédemment dominé par l'Occident. Pourtant, la fin de l'hégémonie occidentale ne signifie pas une nouvelle hégémonie chinoise, indienne ou asiatique. Il y a tout simplement trop de centres de pouvoir. Les États-Unis, l'UE-PARD, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Union africaine, etc., et trop de capacité et de diversité pour permettre à un autre hégémon de remplacer l'ordre mondial dirigé par l'Occident. Nous sommes arrivés, après des siècles de domination occidentale, à un monde au-delà de l'hégémonie. Ce nouveau monde, au-delà de l'hégémonie, devrait être le point de départ du sommet de l'avenir. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UK devraient venir au sommet non pas dans une vaine tentative de maintenir leur hégémonie, comme Boris Johnson le fantasme, ou équivalemment pour protéger l'ordre fondé sur des règles autoproclamées de l'Amérique. Une expression creuse qui envisage les règles comme étant déterminées par les États-Unis seuls. Ils devraient venir en tant que partie d'un nouveau monde multipolaire cherchant à trouver des solutions aux défis écologiques, technologiques, économiques et autres profonds. Le nouvel ordre devrait être basé sur le multilatéralisme et le droit international sous une charte des Nations Unies réformée de manière appropriée. En tant que président du Réseau de solutions pour le développement durable des Nations Unies, SDSN, un réseau mondial de plus de 2000 universités et think tanks dédiés au développement durable en général et aux objectifs de développement durable ODD des Nations Unies en particulier, j'ai l'opportunité de discuter de l'avenir de l'humanité avec des dirigeants universitaires, des scientifiques, des technologues, des décideurs politiques et des politiciens du monde entier, dans le but d'envisager un avenir prospère, équitable, durable et pacifique pour l'ensemble du monde, et non pour un Occident privilégié ou toute autre petite partie du monde. Sur la base de ces discussions approfondies, le SDSN a publié une déclaration sur le sommet de l'avenir, répondant aux 5 principaux chapitres pour la prise de décision lors du sommet. 1. Atteindre le développement durable. 2. Assurer la paix mondiale. Gouverner les technologies de pointe. 4. Éduquer les jeunes pour notre nouveau monde. Et 5. Réformer les institutions de l'ONU pour les adapter à l'équilibre post-hégémonique du XXIe siècle. Voici un résumé des recommandations du SDSN. Réaliser le développement durable. L'agenda des ODD devrait rester au cœur de la coopération mondiale jusqu'en 2050. Les ODD ont été initialement fixés pour la période de 15 ans entre 2016 et 2030, suivant la période de 15 ans des objectifs du millénaire pour le développement, OMD. Il est clair que les ODD ne seront pas atteints dans le délai initial. Nous exhortons vivement le SOTF à reconnaître le rôle crucial des ODD dans l'alignement des politiques nationales, régionales et mondiales,
et à s'engager envers le cadre des ODD jusqu'en 2050, afin de renforcer les efforts déjà en cours et de reconnaître l'horizon temporel nécessaire pour réorienter l'économie mondiale vers un développement durable. Le nouvel horizon de 2050 ne signifie pas un relâchement des efforts. Au contraire, il implique une planification à long terme améliorée pour atteindre des objectifs et des jalons très ambitieux d'ici 2050. L'agenda du développement durable doit être correctement financé. Toutes les preuves développées par le milieu universitaire, le système de Bretton Woods et les institutions de l'ONU indiquent qu'il existe encore un énorme déficit dans le rythme des investissements nécessaires pour que les nations les plus pauvres atteignent les ODD. Afin de mobiliser les flux d'investissement nécessaires pour le capital humain et les infrastructures, l'architecture financière mondiale doit être réformée et adaptée au développement durable. L'objectif principal est de garantir que les pays les plus pauvres disposent d'un financement adéquat, tant de sources nationales qu'externes, et de qualité suffisante en termes de coût du capital et de maturité des prêts pour intensifier les investissements nécessaires à la réalisation des ODD. En la tête tour favor sa strength, le bourse de des stratégies de développement grower à moyen terme. Le développement durable en général et les ODD en particulier nécessitent des plans d'investissement public à long terme, des voies de transformation et une orientation missionnelle pour fournir les biens et services publics nécessaires à la réalisation des ODD. À cette fin, toutes les nations et régions ont besoin de stratégies à moyen terme pour atteindre les ODD. Ces stratégies, avec un horizon jusqu'à l'année 2050, et dans certains cas au-delà, devraient fournir un cadre intégré pour les investissements locaux, nationaux et régionaux afin d'atteindre les ODD, ainsi que pour les transformations technologiques nécessaires à la réalisation de sociétés vertes, numériques et inclusives. Atteindre la paix et la sécurité internationale. Les principes fondamentaux de nos strength major occur. La plus grande menace pour la paix mondiale est l'ingérence d'une nation dans les affaires internes d'une autre nation, en violation de la lettre et de l'esprit de la Charte des Nations Unies. Cette ingérence, sous forme de guerre, de coercition militaire, d'opérations secrètes de changement de régime, de cyberguerre, de guerre de l'information, de manipulation et de financement politique, et de mesures coercitives unilatérales, financières, économiques, militaires et technologiques, violent toute la Charte des Nations Unies et génèrent d'innombrables tensions internationales, violences, conflits et guerres. Pour cette raison, les États membres de l'ONU devraient s'engager à mettre fin aux mesures illégales d'intervention par toute nation ou groupe de nations dans les affaires internes d'une autre nation ou groupe de nations. Les principes de non-intervention, inscrits dans la Charte de l'ONU, les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU et le droit international devraient être renforcés selon les lignes suivantes. Alle nations organisations start en de dans la burden que we worve, il est nation tout esprit politique, des membres et des candidats. Deuxièmement, aucune nation ou groupe de nations ne devrait déployer de mesures coercitives unilatérales, comme l'a reconnu à plusieurs reprises l'Assemblée générale des Nations unies. Troisièmement, dans un monde fonctionnant selon la Charte des Nations unies, il n'est pas nécessaire pour les nations de stationner en permanence des forces militaires dans des pays étrangers, sauf selon les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU. Les bases militaires existantes à l'étranger devraient être réduites de manière drastique en nombre, dans le but de les éliminer progressivement au cours des 20 prochaines années. Le Conseil de sécurité de l'ONU et d'autres agences de l'ONU devraient être renforcés pour maintenir la paix et assurer la sécurité des États membres de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait être réformé, élargi et renforcé pour maintenir la paix conformément à la Charte des Nations unies. La réforme de la structure du Conseil de sécurité de l'ONU est décrite dans la section 5 ci-dessous. Ici, nous mettons l'accent sur le pouvoir et les outils renforcés du Conseil de sécurité de l'ONU
y compris le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil de sécurité pour surmonter le veto d'un membre. Le pouvoir d'interdire le flux international d'armes vers les zones de conflit, des services de médiation et d'arbitrage renforcés, et un financement accru des opérations de consolidation de la paix, en particulier dans les contextes à faible revenu. En plus du Conseil de sécurité, d'autres instruments clés du maintien de la paix mondiale, des droits de l'homme et du droit international devraient être renforcés. Cela inclut l'autorité et l'indépendance de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale, la fonctionnalité et le soutien à l'assistance humanitaire basée sur l'ONU, en particulier dans les zones de guerre, ainsi que le rôle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU dans la défense et la promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les puissances nucléaires devraient revenir au processus de désarmement nucléaire. Le plus grand danger pour la survie mondiale reste la guerre thermonucléaire. À cet égard, les 10 nations possédant des armes nucléaires ont la responsabilité urgente de respecter le mandat du traité de non-prolifération, TNP, en vertu de l'article 6, de poursuivre des négociations de bonne foi sur des mesures efficaces concernant la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et le désarmement nucléaire, ainsi que sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. Toutes les nations, et en particulier les puissances nucléaires, devraient ratifier et se conformer au traité sur l'interdiction des armes nucléaires de 2017. Gouverner les technologies de pointe. Améliorer la gouvernance multilatérale technologique. Le monde connaît des avancées sans précédent dans la puissance, la sophistication et les risques des technologies avancées dans divers domaines scientifiques, technologiques et applicatifs. Cela inclut la biotechnologie, avec la capacité d'améliorer les agents pathogènes et de créer de nouvelles formes de vie, l'intelligence artificielle, avec le potentiel de surveillance omniprésente, d'espionnage, d'addiction, d'armes autonomes, de deepfake et de cyberguerre. Les armes nucléaires, notamment l'émergence d'armes encore plus puissantes et destructrices, et leur déploiement en dehors des contrôles internationaux. Et la géo-ingénierie, par exemple les propositions visant à modifier la composition chimique de l'atmosphère et des océans, ou à dévier le rayonnement solaire en réponse au changement climatique anthropique. Nous appelons l'Assemblée générale des Nations unies à établir des processus urgents de surveillance mondiale pour chaque catégorie de technologie de pointe, y compris des mandats pour que les agences pertinentes de l'ONU fassent un rapport annuel à l'Assemblée générale des Nations unies sur ces développements technologiques, y compris leurs menaces potentielles et les exigences de surveillance réglementaire. Accès universel aux technologies vitales. Dans l'esprit de la section 3.1, nous appelons également l'Assemblée générale des Nations unies à établir et soutenir des centres d'excellence, de formation et de production mondiaux et régionaux pour garantir que toutes les régions du monde soient habilitées à participer à la recherche et au développement, à la production et à la supervision réglementaire des technologies avancées qui soutiennent réellement le développement durable plutôt que l'hypermilitarisation. Les universités de toutes les régions du monde devraient former et encourager la prochaine génération d'ingénieurs et de scientifiques exceptionnels nécessaires pour impulser le développement durable, avec une expertise dans les transformations structurelles de l'énergie, de l'industrie, de l'agriculture et de l'environnement bâti. L'Afrique en particulier devrait être soutenue pour construire des universités de classe mondiale dans les années à venir. Accès universel aux capacités et plateformes de R&D. Plus que jamais, nous avons besoin de la science ouverte pour les scientifiques des pays et régions plus pauvres, y compris un accès gratuit et universel aux publications scientifiques et techniques, afin de garantir un accès équitable et inclusif aux connaissances et compétences technologiques avancées qui façonneront l'économie mondiale et la société mondiale au XXIe siècle. Éduquer les jeunes pour le développement durable.
Nous appelons le sommet du futur à donner la priorité à l'accès de chaque enfant sur la planète aux investissements essentiels dans leur capital humain et à créer de nouvelles modalités de financement mondial à long terme pour garantir que le droit humain de chaque enfant à une éducation primaire et secondaire de qualité, à la nutrition et aux soins de santé soit respecté au plus tard en 2030. Éducation universelle pour le développement durable et la citoyenneté mondiale, PAIDEA. En adoptant les ODD, les États membres de l'ONU ont sagement reconnu la nécessité d'éduquer les enfants du monde aux défis du développement durable. Ils l'ont fait en adoptant la cible 4.7 des ODD. D'ici 2030, veillez à ce que tous les apprenants acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment à travers l'éducation au développement durable et au mode de vie durable, les droits de l'homme, l'égalité des sexes, la promotion d'une culture de paix et de non-violence, la citoyenneté mondiale, L'objectif 4.7 est en effet l'appel à une paideia du XXIe siècle, le concept grec ancien des connaissances de base, des vertus et des compétences que tous les citoyens de la police devraient acquérir. Aujourd'hui, nous avons une police mondiale, une citoyenneté mondiale, qui doit être équipée pour favoriser et promouvoir les valeurs du développement durable et le respect des droits de l'homme à travers le monde. Nous appelons le sommet de l'avenir à renforcer l'objectif 4.7 et à le concrétiser dans l'éducation au développement durable à travers le monde. Cela inclut non seulement un programme mis à jour et amélioré à tous les niveaux d'éducation, mais aussi une formation à toutes les étapes du cycle de vie dans les compétences techniques et éthiques nécessaires pour une économie verte, numérique et durable dans un monde interconnecté. Conseil de la jeunesse et des générations futures. L'autonomisation des jeunes par la formation, l'éducation, le mentorat et la participation aux délibérations publiques peut favoriser une nouvelle génération engagée dans le développement durable, la paix et la coopération mondiale. Un nouveau Conseil des jeunes et des générations futures de l'ONU pourrait renforcer les activités de l'ONU en matière de formation et d'autonomisation des jeunes et offrir une voix mondiale essentielle des jeunes face aux défis complexes d'aujourd'hui. Transformer la gouvernance mondiale sous la Charte des Nations Unies. Il devrait être développé une assemblée parlementaire des Nations Unies. Partout dans le monde, la société civile, les universitaires et les citoyens ont appelé à renforcer les institutions mondiales en établissant une représentation de nous les peuples à l'ONU. Nous proposons dans un premier temps d'établir une assemblée parlementaire de l'ONU en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale de l'ONU, conformément à l'article 22 de la Charte des Nations unies. L'Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. La nouvelle Assemblée parlementaire de l'ONU serait constituée de membres représentatifs des parlements nationaux selon des principes de représentation établis par l'Assemblée générale de l'ONU. D'autres organes doivent être établis. En invoquant les pouvoirs de l'article 22, l'Assemblée générale de l'ONU devrait établir de nouvelles chambres subsidiaires selon les besoins pour soutenir les processus de développement durable et la représentativité des institutions de l'ONU. Les nouvelles chambres pourraient inclure, entre autres, un conseil des régions pour permettre la représentation d'organismes régionaux tels que l'ASEAN et l'UE, l'Union africaine, l'Union économique eurasiatique et d'autres. Un conseil des villes pour permettre la représentation des villes et d'autres juridictions infranationales. Un conseil des peuples autochtones pour représenter les quelques 400 millions de peuples autochtones dans le monde. Un conseil de la culture, de la religion et de la civilisation pour promouvoir une culture de paix et de non-violence, la citoyenneté mondiale et l'appréciation de la diversité culturelle, des religions et des civilisations.
Un conseil de la jeunesse et des générations futures pour représenter les besoins et les aspirations de la jeunesse d'aujourd'hui et des générations à venir. Voir la section 4.3 ci-dessus. Un conseil sur l'Anthropocène pour soutenir et renforcer le travail des agences de l'ONU dans la réalisation des objectifs des accords environnementaux multilatéraux, y compris l'accord de Paris sur le climat et le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal et les objectifs environnementaux des objectifs de développement durable. Le Conseil de sécurité de l'ONU dit en termes de composition de pouvoir. Nous appelons le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Assemblée générale de l'ONU à adopter d'urgence des réformes nécessaires de la structure et des processus du Conseil de sécurité. Celles-ci devraient inclure 1. L'ajout de l'Inde en tant que membre permanent, étant donné que l'Inde représente pas moins de 18% de l'humanité, la troisième plus grande économie mondiale en parité de pouvoir d'achat, et d'autres attributs signifiant la portée mondiale de l'Inde dans l'économie, la technologie et les affaires géopolitiques. 2. L'adoption de procédures pour annuler un veto par une supermajorité, peut-être des 3/4 des voix. 3. Une expansion et un rééquilibrage du nombre total de sièges pour garantir que toutes les régions du monde soient mieux représentées par rapport à leur part de population. Et 4. L'adoption de nouveaux outils pour faire face aux menaces à la paix, comme décrit dans la section 2.2. Réflexion et examen. Le principe le plus fondamental pour notre nouveau système mondial doit être le respect mutuel entre les nations. Le monde est confronté à des défis profonds et sans précédent. La destruction de l'environnement, l'instabilité politique généralisée, l'armement des technologies de pointe et l'élargissement dramatique des inégalités de richesse et de pouvoir, qui ne peuvent être résolus que par une coopération pacifique entre les nations. Pourtant, malgré l'urgence de la coopération, nous dérivons vers une guerre plus large. L'ONU est encore en cours de développement. C'est la création d'un monde très différent, dominé par les États-Unis dans l'immédiat après-guerre de la Seconde Guerre mondiale. À 69 ans, l'ONU est encore un enfant dans le défi séculaire de la bonne gouvernance et de l'art de la diplomatie internationale. Dans un monde rempli d'armements de plus en plus puissants, en particulier nucléaires, résoudre le défi de la coopération pacifique est le défi le plus vital de tous. Le sommet de l'avenir est donc un moment clé pour réfléchir et reconsidérer la manière de gouverner notre nouveau monde multipolaire à une époque de défis sans précédent pour l'humanité. Les défis mondiaux ne seront certainement pas résolus lors de la conférence de septembre. Mais le sommet de l'avenir peut néanmoins marquer un point de départ essentiel pour une nouvelle gouvernance mondiale dans laquelle toutes les régions du monde contribuent de manière coopérative au bien commun mondial. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.